29 janvier 1945, 14h47, Holzheim, Alsace. La neige lourde s'agrippe aux murs effondrés des fermes alsaciennes. Un ciel de plomb étouffant tout espoir de lumière sous un vent qui hurle comme un loup blessé, tandis que le sergent-chef, Harlan Hank Kowalski, visage noirci de suie et de terre gelée, plaque son corps contre le muret fissuré d'une grange éventrée. Son M1 garant si lourd dans ses mains engourdies que chaque inspiration semble pomper du plomb dans ses poumons. L'air est un poison âcre de cordite brûlée, de poudre noire et d'essence incendiée, mélange qui colle à la gorge comme une lame rouillée, et au loin, les Sherman de la 6e division blindée blindent leur moteur diesel en un grondement sourd qui fait vibrer les os jusqu'à la moelle, tandis que les PAC 40 allemandes crachent leurs obus dans un sifflement strident qui déchire l'atmosphère glacée. Des heures déjà, 5, 6 peut-être, le temps s'est dissous dans ce chaos, que le peloton de la 3e compagnie, 11e régiment d'infanterie, est enlisé dans cette boucherie. Les Allemands de la 6e division de montagne SS tenant les ruines avec une ténacité de bêtes acculées, leur MG-42 martelant l'air en rafales infernales. Un aboiement de chiens enragés qui fauchent les silhouettes courbées dans la neige, piétinées en boue sanglante. Vous sentez le froid s'infiltrer par les semelles trouées de vos brodequins, un gel qui remonte le long des mollets comme des aiguilles forgées dans l'acier, et le caporal Leroy, Lee, Thibaudot, juste à côté de Kowalski, tous un glavio de sang mêlé de morve sur le sol, ses doigts bleuis crispés sur la poignée de son Thompson SMG, les yeux exorbités par la peur qui n'a plus de mots depuis longtemps. Le combat a commencé à l'aube, quand les premiers tirs de mortier ont labouré la colline boisée bordant Holzheim, transformant les pins chargés de givre en un enfer de branches brisées et d'échardes mortelles, les obus s'écrasant avec une violence qui aspire l'air des poumons, laissant un vide hurlant avant la détonation qui plaque les hommes au sol dans une gerbe de terre gelée et de chair déchiquetée. Kowalski se souvient encore du premier hurlement, celui du jeune privé Murphy, fauché net par une rafale de MP40 sortie d'une fenêtre obscure, son corps se tordant en un arc grotesque avant de s'effondrer face contre terre, la neige autour de lui rougissant instantanément comme une fleur obscène sous le vent froid. Depuis, c'est un lent saignement. Les hommes rampent d'abri en abri, le ventre collé à la boue glacée qui aspire les genoux comme une gueule affamée, chaque pas un pari sur la vie, où le craquement d'une branche sous le poids peut alerter un sniper embusqué dans les combles noircis d'une ferme. L'odeur est omniprésente, celle du métal chauffé à blanc des canons, du caoutchouc brûlé des chenilles de Panzer IV qui patrouillent les routes enneigées au-delà du village, du vomi acide des estomacs vides depuis 36 heures, et plus fort que tout, la puanteur douceâtre de la mort qui fermente sous les couches de neige fraîche, les corps des camarades d'hier déjà raidis en statues grotesques, leurs yeux vitreux fixant le néant gris du ciel alsacien. À 10h32 précise, la première charge a tourné au massacre. Le lieutenant Hayes, voix rauque écorchée par les ordres hurlés contre le vacarme, a lancé le peloton depuis le talus exposé, une vague humaine titubante sous le feu croisé des STG-44 qui crépitent comme des frelons en furie, chaque balle sifflant à un cheveu de la tempe, laissant une traînée de chaleur fantôme sur la peau. Thibaudot a vu son poteau, le PFC Ramirez, s'effondrer à 2 mètres, la poitrine ouverte en une fleur rougeoyante par un éclat de grenade à manche, et il a vomi sur place, les tripes se tordant en spasmes incontrôlables, tandis que le sergent le traînait par le col vers l'abri d'un mur de pierre écroulé, les ongles arrachés sur les pavés gelés. Maintenant, à 14h47, le front s'est figé en un no man's land de 20 mètres. D'un côté, les Américains tassés derrière la grange, leur M1 claquant sporadiquement en tirs isolés qui ricochent inutilement sur les murs de briques des maisons allemandes. De l'autre,
les SS retranchés dans les étages supérieurs, leur MG-42 balayant le champ ouvert en un mur de plomb invisible, le canon chauffant jusqu'à l'incandescence, exhalant une vapeur âcre qui monte en volute fantomatique dans l'air polaire. Le silence relatif entre les rafales est pire, un bourdonnement dans les oreilles, un sifflement aigu laissé par les explosions trop proches, et les murmures étouffés des blessés qui gémissent, supplient pour de la morphine qui n'existe plus depuis des heures. Vous sentez votre cœur marteler la cage thoracique comme un poing de forgeron, chaque battement, un rappel que la prochaine seconde pourrait être la dernière, et Kowalski essuie la sueur glacée de son front d'un revers de manche souillé, ses yeux plissés scrutant l'ouverture béante de la porte de la ferme ennemie à 15 mètres, où une silhouette allemande, un unterofficier probablement, casqué de camouflage neigeux, recharge son MP-40 avec des gestes méthodiques, ses doigts gantés de cuir claquant les chargeurs vides sur le sol. L'épuisement est une chape de plomb, les épaules voûtées sous le poids du barda détrempé, les jambes tremblantes refusant d'obéir aux ordres du cerveau noyé d'adrénaline fanée. Et la peur, oh la peur, cette bête viscérale qui ronge les tripes, murmure que bouger c'est mourir, que rester c'est pourrir lentement dans cette gelée de sang et de neige. Thibaudot chuchote, voix brisée. « Sarge, on peut pas. Ces salauds nous ont cloués. Les renforts? Oubliés dans la tempête ?» Kowalski hoche la tête, la bouche sèche comme du papier de verre, sentant le froid mordre ses orteils à travers les chaussettes pourries, et au même instant, une grenade Mills britannique, trophée d'un précédent engagement, heurte le muret à 1 mètre, roulant paresseusement dans la neige avant l'explosion qui soulève un geyser de terre et d'éclats, le souffle plaquant Thibaudot au sol dans un cri étouffé, son épaule droite tailladée ouverte jusqu'à l'os. Le sang chaud giclant en jets rythmés par son pouls affolé. Le temps s'étire en une éternité gluante, tandis que Kowalski rampe vers son caporal, les genoux s'enfonçant dans la boue poisseuse qui aspire comme des sables mouvants, chaque mouvement un effort titanesque contre la gravité impitoyable du champ de bataille, l'air vibrant encore des ondes de choc qui font trembler les vitres brisées des fermes alentours. Il déchire une bande de sa chemise kaki pour panser la plaie, le tissu imbibé instantanément de ce fluide vital qui pue le fer et la sueur. Et Thibaudot grimace, dents serrées sur une douleur qui irradie comme un feu liquide dans tout son côté, les yeux remplis de cette terreur primitive qui transforme les hommes en animaux. « Bouge pas, Lee, on va les avoir », grogne Kowalski. Mais ces mots sonnent faux, même à ses oreilles, car le peloton n'est plus qu'une poignée. 8 hommes valides sur 24 au matin, les autres gisant en tas disloqués, membres tordus sous des angles impossibles, leurs cris avalés par le hurlement incessant des moteurs de Half-Track SAD KFZ. 251 qui rôdent en arrière-plan, phares perçant la brume neigeuse comme des yeux démoniaques. Une nouvelle rafale de MG-42 balaie le muret. Les balles 7, 92 mm labourant la pierre en gerbes d'étincelles et de poussière crayeuse. Et vous sentez les impacts vibrer à travers vos côtes. Un rythme mortel qui synchronise avec votre respiration haletante. Le cœur cognant si fort qu'il noie le bruit des obus d'artillerie lointaine qui pleuvent sur les positions arrière. Vers 15h12, le deadlock s'épaissit en un cocon de désespoir. Les Allemands, épuisés eux aussi, rationnent leurs munitions, leurs cris en allemand gutturaux. « Feuer ! Granate !» perçant sporadiquement le voile de fumée âcre qui monte des barricades incendiées, ou un char léger Marder 3 gît sur le flanc, chenille sectionnée par un bazooka chanceux, son carburant diesel se consumant en une flaque huileuse noire qui empeste l'air d'une odeur de caoutchouc torréfié. Kowalski palpe sa poche bandoulière,
sans le poids froid et rassurant de sa propre grenade Mk2 Pineapple. Les alvéoles d'acier nervuré sous ses doigts gourent comme une promesse de rédemption ou de suicide. Et pour la première fois depuis des heures, une idée fuse dans son esprit engourdi. La porte de la ferme, ce rectangle noir à 15 mètres, grouille de silhouettes ennemies, 4, 5 peut-être, rechargeant, criant des ordres, inconscients du piège qu'ils tendent à eux-mêmes en s'entassant là. Mais bouger? Traverser cet espace ouvert sous les yeux des mitrailleurs des étages? La peur le cloue, un nœud d'acide dans les entrailles, vision de balles traversant la chair en un jet de sang chaud, de l'impact qui disloque les os, de la chute interminable dans la neige qui avale tout. Thibaudot, pâle comme un linceul, murmure « Sarge, c'est la fin. On tient pas. » Et Kowalski sent le doute ronger, moral conflict qui pèse plus lourd que son fusil. Est-ce un acte de bravoure ou de folie suicidaire? Sauver les siens ou rejoindre les cadavres? Les minutes s'étirent en heures subjectives, chaque seconde un combat contre l'immobilité paralysante, le froid qui engourdit les muscles jusqu'à l'hypothermie insidieuse, les lèvres gercées saignant à chaque mot chuchoté, et soudain, à 15h28, un éclat de soleil pâle perce les nuages, illuminant la scène d'une lumière crue qui fait briller les douilles vides, jonchant la neige comme des insectes morts. Les Allemands chargent leurs armes avec une frénésie visible, riant même, des rires rauques, épuisés, mais triomphants, car ils savent le peloton américain brisé. Et Kowalski décide la grenade. Il la sort lentement, paume moite malgré le gel serrant l'acier cannelé, le levier de sécurité sous le pouce comme un verrou sur l'enfer, et le monde ralentit. Le battement de son cœur amplifié en tambour funèbre, la sueur perlant sur son front malgré le zéro glacial, les cris lointains des blessés se muant en un bourdonnement spectral. Vous sentez le poids de cette sphère de mort dans votre main, lourde d'un destin irréversible, le froid du métal mordant la peau écorchée, et Kowalski compte. 1, 2. Le levier claque en libérant le ressort. 3. Il balance le bras en un arc parfait forgé par des mois d'entraînement fané. La grenade filant en une parabole paresseuse, au-dessus du No Man's Land, traînant une queue de fumée ténue, et le temps s'arrête net, tandis qu'elle franchit les 15 mètres en une éternité, rebondissant une fois sur le seuil de la porte dans un tintement métallique qui semble résonner dans l'univers entier. L'explosion est un soleil naissant, un cratère de feu et d'acier qui engouffre la porte, les éclats filant en essaims mortels à travers la pièce bondée, déchirant chairs et os en un concert de hurlements gutturaux. « Ah, Gottverdammt !» avalé par le souffle qui projette corps et débris en un chaos sanglant, le mur tremblant sous l'onde de choc qui vous plaque au sol, oreilles sifflantes, poussière et fumée emplissant l'air d'un nuage toxique. Les MG-42 se taisent d'un coup, remplacés par des gémissements d'agonie et des ordres paniqués en allemand. « Rückzug, Sanitäter !» Et Kowalski bondit, M1 à l'épaule, traversant l'espace ouvert en une charge frénétique, bottes martelant la neige ensanglantée. Chaque foulée un miracle contre les balles sporadiques qui sifflent encore des fenêtres supérieures. Thibaudot suit, boitant, Thompson crachant ses 45 ACP en rafales courtes qui fauchent deux silhouettes titubantes à la porte éventrée. Et le peloton entier surgit des abris, un raz de marée hurlant de rage libérée, fusil tonnant en un crescendo assourdissant qui nettoie la ferme pièce par pièce, les Allemands fuyant ou tombant en tas disloqués, leurs casques roulant dans la boue comme des jouets brisés. Le silence tombe enfin, un vide assourdissant après le tonnerre, seulement troublé par le crépitement des flammes, léchant les poutres noircies et les râles des mourants piégés sous les décombres, l'air chargé d'une puanteur nouvelle de viscères exposés et de poudre fraîche. Kowalski
s'effondre contre un mur, le souffle rauque déchirant sa poitrine, les jambes se dérobant sous l'assaut différé de l'adrénaline qui s'évapore, laissant un tremblement incontrôlable dans tout son corps, les larmes coulant sans honte sur ses joues sales, tandis qu'il fixe la grenade vide, son levier tordu, gisant dans la neige rougie à ses pieds. Thibodeau s'assoit lourdement, pansement imbibé de sang frais, et vomit un jet bilieux sur le sol, le corps secoué de spasmes, la réalité de la survie cognant comme un marteau. Ils ont tenu. Mais à quel prix? Les corps s'entassent, 10 Allemands inertes dans la ferme, torses ouverts par les éclats, visages figés en masques d'horreur éternelle, et, du côté américain, 2 de plus, fauchés dans la charge finale, leurs yeux vitreux accusateurs sous le ciel qui s'assombrit. Le vent froid reprend ses droits, charriant l'odeur âcre du carnage, et Kowalski sent le poids moral s'abattre. Cette grenade a brisé le deadlock, sauvé le peloton, peut-être permis la prise d'Oltzheim et l'arrêt de l'assaut Nordwind sur ce flanc. Mais elle a aussi volé des vies, des pères, des frères, dans un éclair de fer et de feu. Vous sentez le froid s'infiltrer à nouveau, plus profond, emportant avec lui l'euphorie fugace, ne laissant que l'épuisement, la culpabilité rampante et le silence oppressant d'une bataille terminée là, dans cette ferme alsacienne où une décision solitaire a gravé son nom dans le sang gelé de l'hiver 1945. Les minutes s'étirent en une lente agonie post-combat. Chaque respiration, un rappel de la fragilité arrachée aux griffes de la mort. Kowalski aidant à évacuer les blessés sur des brancards improvisés de planches et de capotes, les gémissements se mêlant aux floc-floc des bottes dans la neige fondante souillée, tandis que les premiers renforts, un squad de la 2e compagnie, visage hâve sous les casques, émergeant de la brume, apportant morphine, bandages et le grondement réconfortant d'un Jeep Willys qui patine dans la boue. Thibodeau, épaules bandées à la va-vite, fixe l'horizon où les panzers allemands refluent en désordre, leurs phares dansant comme des feux follets dans la nuit tombante, et murmure « Cette grenade, Sarge, elle a tout changé. » Mais Kowalski ne répond pas. Accroupi près du corps de Murphy, refermant délicatement les yeux du gamin de 19 ans, sentant la raideur cadavérique déjà installée, froide comme la pierre sous ses doigts, et une vague de nausée l'envahit. Pas pour la mort ennemie, mais pour cette victoire pyrrhique. Ce fil tendu sur l'abîme où la survie n'est qu'un sursis empoisonné par les fantômes. Le froid mord plus fort maintenant, le vent hurlant à travers les ruines comme les âmes des tombés, et les hommes s'entassent autour d'un feu de fortune allumé dans un bidon, partageant des rations K froides qui goûtent le carton et le sel des larmes retenues, les conversations murmurées tournant autour de « et si », presque, la prochaine fois, tandis que l'artillerie alliée tonne au loin. Un roulement de tonnerre qui scelle la fin de cette boucherie locale, mais ouvre les portes à d'autres enfers. L'après-midi s'efface en une dusque crépusculaire, la neige reprenant possession du champ de bataille en un linceul immaculé qui recouvre déjà les premières rigoles de sang coagulé, et Kowalski, adossé à la grange, sent son corps capituler. Muscles noués en crampes lancinantes, estomac noué par la faim et l'horreur, esprit hanté par la trajectoire de cette grenade, ce lent vol, ce rebond fatal, ces cris étouffés qui résonnent encore dans ces tympans bourdonnants. Vous sentez le poids de la survie comme une médaille de plomb, lourde sur la poitrine, et autour, les survivants échangent des clopes volées sur les cadavres allemands, la fumée âcre calmant les nerfs à vif, mais ravivant les odeurs de la mort. Cordite, excréments relâchés dans l'agonie, chair brûlée. Un officier de liaison arrive enfin, Jeep cahotant sur les ornières, apportant radio crachotante et ordre. Oltzheim tenu. Nordwind stoppé sur ce secteur grâce à vous. Applaudissements las, mais Kowalski reste muet,
fixant la ferme où gisent les corps empilés, une marée humaine figée dans le gel, et le moral conflicte le ronge. Héros ou assassin. La décision d'une grenade a inversé le sort d'un village, sauvé des centaines peut-être, mais gravé dans sa chair une cicatrice invisible plus profonde que toute balle. La nuit tombe, étoile perçant timidement le voile nuageux, et le peloton s'enfonce dans un sommeil hanté, bercé par le vent froid qui murmure les noms des disparus, prolongeant l'écho de cette bataille terminée là, dans l'hiver impitoyable de l'Alsace, où une seconde de clarté a forgé la légende d'un sergent et de sa grenade fatale. Les heures de la nuit s'écoulent en un veille épuisé. Sentinelles postées aux angles des ruines, fusils à demi chargés contre la poitrine pour contrer le froid qui raidit les mécanismes, et Kowalski, tirant la première garde, arpente le périmètre d'un pas lourd, bottes crissant sur la neige durcie par le givre. Chaque ombre un fantôme potentiel. Chaque craquement un sniper tapis. L'odeur persiste, un miasme stagnant de bataille qui imprègne les vêtements, la peau, l'âme, mélange de poudre, de sang caillé et de fuel brûlé qui montent des carcasses de véhicules épars. Un Panzerjäger 38 TT, éventré crachant encore des flammes sporadiques dans la nuit. Thibaudot, pansé et shooté à la morphine, délire à voix basse près du feu mourant, revivant la charge en boucle fiévreuse. La grenade. Elle a chanté, sarge, comme un ange vengeur. Et Kowalski hoche la tête, sentant l'adrénaline résiduelle céder à une fatigue abyssale, les paupières lourdes de plomb, les pensées dérivant vers la maison lointaine au Kansas, la femme attendant une lettre qui ne parlera jamais de cette horreur. Au lever pâle du jour, 30 janvier, 06h14, les corbeaux commencent leur festin, pics claquant sur la chair gelée des tombes improvisées, trous peu profonds creusés à la pelle dans la terre dure comme du béton, et le peloton, ressoudé par le sang partagé, embarque sur les half-tracks qui arrivent enfin, moteurs vibrant à travers les os endoloris, roulant vers l'avant, où d'autres combats attendent, mais emportant avec eux le poids éternel de cette décision. Une grenade, une vie changée, une bataille achevée dans le silence brutal de l'hiver. Le vent efface les traces, la neige recouvre tout, mais dans les mémoires, l'écho persiste, relentless, inoubliable. Acte 2. L'enfer blanc de Colmar. Les half-tracks grondent comme des bêtes affamées, chenilles mordant la neige tassée en une boue gelée qui gicle sous les flancs d'acier, emportant le peloton vers le nord-est, là où la poche de Colmar saigne encore, un ulcère purulent sur la carte de l'Alsace libérée à demi. Le sergent Riley, celui de la grenade, visage taillé à la serpe, cicatrice fraîche barrant la joue gauche comme un rappel sanglant, est assise à l'arrière, fusil M1 calé entre les genoux, yeux mi-clos scrutant l'horizon laiteux où le soleil lutte en vain contre les nuages bas. Kowalski, à ses côtés, mâchonne un bout de ration K figé par le froid, le sel piquant la langue crevassée, tandis que Thibaudot, fièvre apaisée par une dose supplémentaire, marmonne des prières cajuns entrecoupées de rires nerveux. « Le bon Dieu a visé pour nous, hein, Sarge? Cette saloperie de crotte a dansé la gigue avant de sauter ?» Le convoi serpente à travers des villages éventrés, cheminées effondrées, crachant une fumée âcre qui s'accroche aux poumons comme un reproche, et des paysans alsaciens, visages burinés sous les fichus noirs, agitent mollement la main depuis les portes cochères, yeux hantés par les deux drapeaux qui les ont broyés, le svastika hier, l'étoile aujourd'hui. Un obus d'artillerie lointain laboure le ciel, sifflement strident précédant l'explosion qui fait vibrer les tôles, et Riley frappe l'épaule de Kowalski. Garde les yeux ouverts, Polak. Les 88 flinguent encore depuis les vignobles gelés. Kowalski acquiesce, main sur la crosse de son Thompson. Souvenir de Chicago, les neiges du Loop, les bagarres de gang, se muant en cette apocalypse blanche
où chaque rafale pourrait être la dernière. À 14h22, le 30 janvier, le convoi s'immobilise aux abords de Turkheim, bourgade fantôme cernée de bunkers camouflés sous la vigne morte, et les ordres crépitent dans la radio. Peloton Charlie, objectif, Aucerne les châteaux, nettoyer les nids de mitrailleuses, avancez. Les hommes descendent, dos courbés sous les sacs lourds de grenades Mills et de chargeurs, bottes s'enfonçant dans un tapis de feuilles pourries saupoudrées de givre. Riley déploie la section en tirailleur. O'Malley au bazooka titubant sur ses jambes arquées, Murphy le barman de Boston comptant ses balles comme des verres de whisky. Le premier contact éclate sans préavis. Une MG-42 tonne depuis un clocher éventré. Balles traçantes, zébrant l'air en un vrombissement de frelons enragés, fauchant un genou du deuxième peloton, gamin de 19 ans du Nebraska, crâne fracassé projeté en arrière comme une marionnette cassée. Riley hurle « Grenade! Couvrez-moi !» et bondit d'un mur à l'autre, cœur cognant contre les côtes, la même folie que la veille le propulsant vers le clocher. Kowalski arrose de son Tommy Gun, chargeur fumant éjecté dans la neige, et Thibodeau, oubliant sa blessure, lance une grenade fumigène qui voile le monde en gris âcre. Riley atteint la base, arrache la goupille d'une pineapple hérissée, compte 1, 2 et la catapulte par la brèche béante. L'explosion secoue les pierres, hurlements gutturaux s'éteignant en gargouillis, et le silence retombe, lourd, ponctué seulement du tic-tac d'une montre brisée. Le peloton avance, pas après pas, vers les châteaux perchés où l'hiver et les SS les attendent, mais dans les yeux de Riley, une ombre nouvelle. La grenade n'est plus une sauveuse, mais une amante vorace réclamant son dû, un pas de plus vers l'abîme où les légendes se muent en tombes anonymes. La nuit tombe tôt, 17h08, et les positions se creusent à la hâte. Feux interdits pour masquer la lueur aux éclaireurs Bosch. Autour d'un brasero camouflé, les récits fusent. La charge de Riley mythifiée déjà, le Sarge et ses jouets qui explosent les frites comme des poupées. Mais sous les rires forcés, la peur ronge. Demain, les Panthers rôderont, et la neige boira plus de sang. Kowalski veille, encore, fusil prêt, le vent charriant les murmures des vignes mortes. Viens, viens danser avec nous. L'aube saigne à travers les brumes. 0630, un grondement sourd monte des vallons. Les Panthers, bêtes d'acier aux yeux jaunes, crachant leurs 75 longs comme des dragons affamés. Les obus labourent les positions. Terre et chair pulvérisées en geysers rougeâtres. Murphy le barman hurle un « Mother of Christ » avant qu'un éclat ne lui emporte la mâchoire, son fusil dévidant ses dernières balles en spasmes inutiles. Riley, plaqué au sol, voit rauque dans le vox. O'Malley, bazooka sur la tête de gondole. Thibodeau, grenade anti-char. O'Malley, jambes arquées tremblant comme des cure-dents, charge le tube sur son épaule, vise à travers la fumée âcre. Pour Boston, les salauds, et le rocket file, traînée blanche filant vers le monstre le plus proche. Impact. Chenilles arrachées. Tourelle tordue hurlant sa tourelle en fusion. Mais les deux autres avancent, mitrailleuses balayant les vignes en gerbes de sarments brisés. Kowalski, Tommy Gun vrombissant, abat un grenadier qui saute du flanc blindé, son corps désarticulé roulant dans la neige souillée. Le peloton contre-attaque en désordre, grenades pineapple ricochant sur les flancs inclinés. Une brèche fumante s'ouvrant enfin quand Thibodeau, oubliant sa plaie gangrenée, se jette sous la bête avec une charge Bangalore, son cri noyé dans l'éruption orange qui éventre le panthère en un brasier rugissant. Riley bondit, section ressoudée par la rage, vers le dernier tank échoué, canon muet, mais MG encore tonnante. « Couvrez! Grenade !» Il grimpe sur le blindage scaldant, arrache l'écoutille d'un coup de baïonnette chauffée à blanc, balance une Mills dedans. L'explosion intime le projette en arrière.
oreilles bourdonnantes, vision striée de flash. Dedans, chair carbonisée, odeur de barbecue humain. Le silence retombe. Faux, car des klaxons Bosch hurlent depuis les châteaux perchés. Les SS contre-attaquent. Paras en camos blanc dévalant les pentes comme spectres albinos. MP-40 crépitant. Le peloton se replie vers les ruines. O'Malley fauché net par une rafale, bazooka vide tressautant dans la boue, Kowalski portant Thibaudot agonisant, ses yeux crevés murmurant « Les vignes ». Elle danse, Sarge. Riley, ombre noircie, fusil mitrailleur fumant, atteint le château inférieur, barricade de sacs et de meubles éventrés. Les SS déferlent, grenades à manches s'écrasant en fontaine mortelle. Mais Riley hurle l'ordre final. À la baïonnette, pour le gamin du Nebraska. La mêlée explose, lame contre lame dans les caves humides, sang chaud rinçant le givre. Chaque coup un pas de valse macabre avec l'abîme. Dans les yeux de Riley, l'amante grenade sourit enfin, réclamant son baiser ultime, tandis que les vignes mortes, complices, chuchotent. « Viens danser, pour toujours !»